C'est parti. Bonjour, bienvenue à cette session de la FIFOG, la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, en collaboration avec le GRISOF, le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Mon nom est professeur Yves Tremblay de la Faculté de médecine de l'Université Laval à Québec. Aujourd'hui, nous avons une thématique extrêmement intéressante, les accouchements de cas particuliers. Et pour discuter de cette thématique-là, nous avons avec nous quatre modérateurs. Le premier modérateur, c'est la professeure Mansour Fadila, qui est de Blida en Algérie. Professeur Fadila est professeur titulaire de gynéco-obstétrique et chef de service de gynéco-obstétrique à Tipaza, en Algérie. Nous avons aussi le professeur Télissay avec nous, qui est de Guinée-Conakry, mais le professeur Taille en ce moment est sur Paris. Donc, le professeur est titulaire de gynéco-obstétrique, chef de pôle mère-enfant, chef de service à la maternité Ignace Digne, et en plus, il gère les sous et membre du conseil d'administration de votre FIFOG. Moi-même, et aussi, nous avons avec nous le professeur Étienne Lemarié, qui est de l'Université François Rabelais à Tours, en France. Professeur Lemarié est émérite de pneumologie. Et avec moi, il est aussi membre fondateur du GRISOF et il est toujours le directeur général adjoint sortant de la CIDMEF. Donc, nous avons trois intervenants aujourd'hui et pour présenter ces trois intervenants, Madame Fadila va faire la première présentation, je vais faire la seconde présentation et le professeur Taille va faire la troisième présentation. Après chaque présentation d'une durée de 15 minutes, je vous demanderai de ramasser vos questions. Vous avez le chat où vous pouvez mettre les questions, on va faire le tour et aussi vous pouvez lever la main. Chaque intervenant a entre 15 et 20 minutes de présentation. Suivra une période de 10 minutes de questions et à la fin, on fera, excusez l'anglophone, un wrap-up des trois présentations. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au professeur Mansour Fadila pour présenter le premier intervenant. S'il vous plaît, fermez vos micros pour éviter les retours de son. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous, chers amis. Très heureuse d'être parmi vous et de participer à cette thématique fort intéressante, fort importante, qui est en rapport avec les accouchements particuliers. Alors moi, je suis professeure en Algérie et j'ai le plaisir de participer avec une communication sur l'accouchement sur un utérus cicatriciel. Alors, l'accouchement sur utérus cicatriciel, comme vous savez, l'utérus cicatriciel, on peut définir comme étant un utérus qui porte une ou plusieurs cicatrices myométriales ou un endroit, que ce soit au niveau du corps ou de l'isthme. Et il faut dire que la principale cause de l'utérus cicatriciel est de loin l'antécédent de césarienne. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines d'autres causes, comme la myomectomie unique ou multiple par célio ou la parotomie, les perforations utérines après IVG, hystéroscopie ou voire même après un curetage trop appuyé, et les césariennes corporelles très précoces après interruption tardive de grossesse. Alors, il faut dire que l'utérus cicatriciel, puisque la césarienne, c'est la plus grande pourvoyeuse de cette cicatrice, et ça devient de plus en plus important. C'est une thématique qui devient de plus en plus fréquente. Quand on sait que le nombre de césariennes, il a quasiment triplé dans le monde, il est passé de 7% en 82 jusqu'à 21% en 2021. Donc, c'est-à-dire cette flambée de césariennes, c'est de sorte que on est tout le temps confronté à cette problématique d'accouchement sur utérus cicatriciel. Mais il faut dire que il y a une répartition un petit peu inégale dans le monde. D'ailleurs, dans son dernier rapport, l'OMS parle
d'à peu près 1 à 58% de césariennes dans le monde. Il y a 28 pays qui sont en deçà de 5%, dont 3 quarts d'entre eux se situent en Afrique subsaharienne, et plus de 100 pays sont au-delà du taux recommandé de l'OMS qui est de 15%, dont 150 personnes qui sont, pardon, pays qui sont à 21%. Donc, un petit calcul vous fait ressortir que pratiquement 12 millions de césariennes ont été pratiquées abusivement en une année. Alors, la problématique posée, c'est que la modalité d'accouchement chez la patiente aux antécédents de césarienne est une précaution quotidienne dans nos maternités. Dans nos maternités, pratiquement sur 10 parturientes qui viennent pour accoucher, une est porteuse d'un utérus cicatriciel. Un accouchement sur utérus cicatriciel est un accouchement à risque. Il est émaillé de morbidité maternelle et foetale, et cela, quelle que soit la voie d'accouchement. Et puis, il est important et il est urgent de faire ressortir, si c'est possible, des facteurs pronostiques et pertinents pour nous permettre de s'orienter vers une voie ou vers une autre dans l'accouchement d'un utérus cicatriciel. Si on va dire un mot d'histoire, il faut dire qu'au début du XVIIIe siècle, une fois que la femme a accouché par voie haute, alors on connaît l'adage qui dit césarienne un jour, césarienne toujours. Ensuite, vers les années 1950, des travaux qui ont été menés ont conduit à l'acceptation de la voie basse. Et à partir des années 80, on est parti dans le sens d'encourager la tentative d'accouchement par voie basse après césarienne. Mais la grande question qui se pose, le dilemme auquel on est confronté quotidiennement, c'est que doit-on tenter un accouchement par voie basse ou bien opter pour une césarienne programmée d'emblée sur un utérus cicatriciel. Et pour prendre une décision ou une autre, ça revient à mettre en balance le bénéfice-risque d'une voie, d'une décision par rapport à l'autre vis-à-vis de l'enfant et de la mère. Alors, quand on cherche, on fait une revue de la littérature, eh bien, on va trouver qu'il y a beaucoup de papiers qui sortent dans son sens. Il y a beaucoup donc d'études qui sont publiées. Et enfin, j'ai recensé quelques études, quelques papiers que j'ai retrouvés. Et on voit quand on compare la tentative d'accouchement par voie basse versus césarienne programmée, c'est-à-dire concernant le bénéfice pour la mère, eh bien, la première hantise de l'obstétricien, c'est ce risque de déhiscence ou de rupture utérine. Alors, d'une manière générale, dans la littérature, on parle d'un taux inférieur à 5 pour 1000 grossesses après une césarienne. Donc, ça varie entre 1 jusqu'à 5 pour 1000 accouchements. Ensuite, il ne faut pas oublier les autres morbidités. Alors, par exemple, la mortalité maternelle, heureusement, c'est un événement qui est rare et le risque est identique pour les deux attitudes. La survenue d'une plaie opératoire, que ce soit pour une césarienne secondaire ou bien d'une césarienne d'emblée, là, les risques sont aussi identiques et principalement, il s'agit d'une plaie de la vessie, qu'on voit pratiquement dans moins de 1% de cas. Le risque de complications hémorragiques nécessitant une transfusion sanguine, là, c'est surtout, elle est corrélée à l'importance de la morbidité associée, à la morbidité maternelle associée, et non pas à la voie d'accouchement elle-même. Le risque, par contre, le risque d'hystérectomie, il est beaucoup plus corrélé au nombre de césariennes. Il est clair que c'est-à-dire les utérus multicicatriciels, on a plus de risques de recourir à l'hystérectomie. Les risques infectieux de postpartum et les thromboemboliques semblent identiques pour les deux attitudes. Par contre, la durée de séjour d'hospitalisation, il est clair qu'elle est plus longue si on opte pour une césarienne programmée que pour un accouchement par voie basse. Maintenant, de côté de l'enfant, alors la morbidité pour l'enfant, alors la mortalité fœtale in utero, la mortalité périnatale, les encéphalopathies anoxo-ischémiques, ça reste heureusement des événements qui sont plutôt rares, mais comparer la voie basse versus la césarienne programmée, c'est plutôt légèrement élevé quand on opte pour une tentative de voie basse. Le taux de sepsis néonatale aussi est augmenté.
Par contre, le risque de syndrome de détresse respiratoire transitoire, il est plutôt en faveur de l'accouchement par voie basse. Donc, en somme, la tentative par voie basse ou césarienne programmée, toutes les deux présentent des risques faibles de complications sévères pour la mère et l'enfant. Alors, le rapport bénéfice-risque à court et à long terme est plutôt favorable pour la maman quand on opte pour l'accouchement par voie basse. Par contre, le rapport bénéfice-risque à court terme pour l'enfant est plutôt favorable à la césarienne programmée. Mais la tentative d'accouchement par voie basse est l'option à privilégier actuellement dans la majorité des pays. D'ailleurs, quand on recherche donc dans la littérature, pratiquement on retrouve que dans 28 à 82% des pays, des sociétés optent pour la tentative de voie basse. Ça veut dire que ça avoisine les 2 tiers dans la majorité des études et le taux de succès est plutôt intéressant et qui va entre 62 jusqu'à pratiquement 80%. Mais il faudrait dire que ces études, elles sont menées dans la majorité des cas dans des services hospitaliers et qui sont à haut niveau de soins. Est-ce que ça peut retentir sur le résultat? Du côté, dans notre contexte africain, alors j'ai retrouvé quelques études qui ont été publiées et quelques séries qui ont été rapportées. On retrouve que plutôt la tentative d'accouchement par voie basse est plutôt timide, elle est moins importante que ce qu'on a vu chez les pays occidentaux. Alors, on est aux alentours de à peu près de 1 tiers pour la plupart des sociétés. Sauf maintenant ici, en Tunisie, en Algérie, on se rapproche des 45 jusqu'à 52%. Donc, ça nous fait pratiquement une moyenne de 1 tiers. Donc, la tentative d'accouchement par voie basse dans notre contexte africain est plutôt timide comparée aux sociétés, aux pays industrialisés. Cela peut-être est dû aux conditions qui entourent la conduite de l'accouchement sur un utérus cicatriciel. Alors, quand on veut tenter un accouchement par voie basse, il y a 3 hantises qui passent c'est-à-dire dans notre esprit. C'est le risque de la rupture utérine, le risque d'anoxie fœtale induite par la rupture et bien sûr l'échec de la tentative qui va nous mener vers une césarienne secondaire. On sait tous qu'une césarienne secondaire, c'est un peu plus délicate qu'une césarienne programmée et bien préparée. Donc, la surveillance de l'accouchement, elle devrait de préférence être faite par le même obstétricien. Et ça nécessite une tocométrie externe en permanence. Bon, pour la tocométrie interne, plusieurs études n'ont pas retrouvé d'intérêt à sa mise en place et ne permet pas de prédire la rupture utérine. Par contre, l'enregistrement de rythme cardiaque fœtal en continu dès l'entrée en travail est corrélé pratiquement dans 55 jusqu'à 87% des cas avec des ruptures utérines. Donc, ça constitue un signe majeur pour le diagnostic des ruptures utérines lors du travail. En cas de stagnation ou en toute absence d'anomalie de l'ERCF, c'est-à-dire de rythme cardiaque fœtal, là, les conduites qui sont recommandées par la plupart des sociétés, c'est pratiquement, ça se rapproche d'un utérus intact. Donc, on pourra commencer toujours par la rupture de la couche des os, ensuite diriger le travail avec de l'ocytocine, avec une perfusion d'ocytocine. L'expulsion, la durée des efforts expulsifs, on peut tolérer jusqu'à 30 minutes en absence d'anomalie du RCF. Et l'extraction instrumentale, là, elle a les mêmes indications que par rapport à l'utérus intact. Et la révision utérine n'est pas recommandée systématiquement en dehors d'un événement ou bien d'une présence d'un saignement qui peut donc nous mener vers cette révision utérine. Alors, peut-on maintenant dégager ou ressortir certains facteurs qui peuvent influencer la tentative d'accouchement par voie basse? Là aussi, l'ensemble sur une méta-analyse de 15 études, on a pu donc ressortir 3 facteurs qui semblent être fortement associés à la réussite de la tentative d'accouchement par voie basse. C'est l'antécédent d'accouchement vaginal, surtout si cet accouchement survient après la césarienne.
Quand on a au départ un score de Bishop favorable avec un col considéré comme favorable dès l'entrée du travail en travail et une mise en travail spontanée. D'ailleurs, sur 10, pratiquement 10 études que j'avais retrouvées, 15 études, c'est tout pratiquement, on retrouvait que après un accouchement par voie basse, c'est-à-dire le risque, l'observation est multiplié pratiquement de 3, voire jusqu'à 7 en faveur de la réussite de l'accouchement par voie basse. Et encore, on va dire, le risque, l'observation, il est pratiquement multiplié jusqu'à 7 quand l'accouchement survient après la césarienne. C'est-à-dire quand on a un accouchement après une césarienne, donc on a beaucoup plus de chances de réussir une tentative par voie basse. Maintenant, y a-t-il des facteurs qui peuvent diminuer le taux de succès de césarienne? Eh bien, la plupart des études donc consenties pour dire qu'un antécédent de césarienne pour une non-progression du travail ou bien pour une non-descente et non-progression fœtale à dilatation complète réduit le taux de succès. Un antécédent de césarienne, un âge maternel supérieur à 40 ans, une EMC supérieure à 30 et un poids de naissance supérieur à 4 kg, donc là, peut réduire le taux de succès des accouchements par voie basse, d'autant plus quand on a un recours au déclenchement de travail, et cela, quelles que soient les méthodes utilisées. Alors maintenant, peut-on ressortir les critères pour lesquels on va accepter la voie basse en fonction des caractéristiques de la cicatrice utérine? Là, les facteurs qui peuvent impacter potentiellement la solidité de la cicatrice et qu'on peut considérer qu'ils sont à risque de rupture utérine sont tout d'abord l'absence de compte rendu opératoire de la césarienne précédente. C'est vrai que dans la plupart du temps, on opte pour une hystérectomie segmentaire transversale. Donc, quand on n'a pas de compte rendu opératoire, quand on n'a pas d'éléments qui nous orientent vers une éventuelle cicatrice corporelle, on pourra considérer que c'est une segmentaire transversale et on pourra accepter donc la tentative de voie basse. Un antécédent de cicatrice corporelle, là, c'est un consensus. Un antécédent de fièvre de postpartum, il n'est pas démontré. Un utérus bicicatriciel, bon, sur un utérus bicicatriciel, vraiment, il faut qu'il y ait un très bon bishop, il faudrait qu'il y ait un travail donc harmonieux sur des conditions favorables pour essayer de tenter un accouchement par voie basse. Bon, maintenant pour l'intervalle entre la césarienne et la date de conception de la grossesse suivante, là, on n'a pas de consensus, mais, en général, à moins de 6 mois d'intervalle, on ne peut accepter la voie basse, sauf quand on a des conditions obstétricales vraiment très favorables. Et l'antécédent de césarienne avant 37 semaines, maintenant, sauf quand on a un compte rendu qui vous précise que c'est une segmentaire transversale, là, on peut accepter l'accouchement par voie basse. Pour la mesure du segment inférieur par échographie, c'est vrai que c'était une option qui a été proposée, mais en réalité, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé d'intérêt clinique prouvé, donc il n'est pas recommandé pour la décision de la voie d'accouchement. Il y a maintenant certaines situations cliniques particulières pour lesquelles il faudrait prêter un peu plus d'attention, c'est la grande multiparité. Ben, finalement, plus la femme accouche par voie basse, plus on a de chances de réussir la tentative d'accouchement par voie basse. Mais là, je dirais que la grande multiparité, c'est une arme à double tranchant. Une grande multiparité, un utérus qui est déjà fragile et à rajouter à cela une cicatrice, vraiment là, il faut prendre ça avec des pincettes.
La prématurité en elle-même n'a pas d'influence sur le taux de succès de l'accouchement par voie basse. Le diabète gestationnel, il faudrait donc la prise en charge soit similaire à un utérus intact. La prise en charge dépend du diabète gestationnel et non de l'utérus cicatriciel. Par contre, en cas de l'obésité, on a remarqué qu'il y a réduction des taux de succès de tentatives d'accouchement par voie basse et en général, donc, au-delà d'un EMC de 50, on penche beaucoup plus vers une césarienne programmée. Pour le siège, il n'y a pas de raison de ne pas tenter d'accouchement par voie basse, bien sûr, quand on a toutes les conditions obstétricales nécessaires pour la voie basse, je vais dire similaire à ceux pratiqués sur un utérus intact. Pour les grossesses gémellaires, pratiquement c'est la même chose. Pour la macrosomie, quand un poids de naissance est estimé au-delà de 4,5 kg, là, le taux de succès est plutôt réduit. Donc, et quand on sait que le taux de rupture utérine quand même est élevé et peut être multiplié par 3, on opte beaucoup plus vers césarienne que vers la tentative d'accouchement par la basse. Pour les déclenchements, alors le déclenchement, l'indication de déclenchement sur l'utérus cicatriciel est largement discutée dans la littérature, avec une augmentation de risque de rupture utérine qui est certes, et avec un chiffre qui varie entre 0,77 à 4% selon les études, et cela, quelles que soient les méthodes, toutes les méthodes confondues, donc ça reste largement discuté. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire que finalement les études rapportant les facteurs pronostiques de succès de tentatives voie basse sont nombreuses, mais elles sont hétérogènes. Elles sont surtout fonction des éléments d'inclusion qui sont inclus dans différentes études. Alors, ce qui ressort le plus et le consensus qui est le plus, c'est l'antécédent d'accouchement par voie vaginale. On rapporte que plus la femme a accouché par voie basse, plus le succès, le taux de succès est meilleur. Donc, la tentative d'accouchement par voie basse devrait être encouragée pour les multipares. L'indication de la césarienne antérieure, 10 études de cohorte ont montré une association entre l'indication de la césarienne antérieure et le taux de succès. Alors, la non-progression et la stagnation de la progression diminuent le taux de succès. Et une césarienne réalisée en âge gestationnel prématuré ne semble pas affecter le taux de succès de césarienne, de l'accouchement par voie basse, tant que c'est une incision segmentaire qui est pratiquée. Pour le risque de la déhiscence de la rupture utérine, certes, il existe. Il est estimé à 0,1 à 0,5% des utérus cicatriciels, un peu plus, il est un peu plus élevé quand on tente l'accouchement par voie basse, il s'élève à 0,2 à 0,8. Donc, on sait que la déhiscence et la rupture utérine est associée à une morbidité maternelle sévère de l'ordre de 15%, comme l'hystérectomie, transfert en néonate, des lésions viscérales, mais il n'est pas démesurément élevé comparé au risque d'une grossesse normale. C'est-à-dire, si on peut faire un petit calcul, un taux de 0,5%, ça revient à dire que si on choisirait de pratiquer des césariennes itératives dans le seul but d'éviter une rupture utérine, on va césariser inutilement 119 femmes pour éviter la rupture utérine éventuelle chez la 200e femme. Alors, le taux le plus important de tentatives par voie basse, on a vu dans la recherche bibliographique qu'on le voit beaucoup plus dans les pays industrialisés comparé aux pays africains. Et cela pourrait s'expliquer par la qualité de suivi prénatal qui peut mieux sélectionner les patients à risque, par la disponibilité constante d'une équipe pluridisciplinaire, par la surveillance électronique continue du travail et par la possibilité de recours rapide à une césarienne en urgence en cas de nécessité. Alors, en conclusion, je dirais que l'accouchement sur utérus cicatriciel est un sujet classique d'obstétrique, mais il est toujours d'actualité. La nécessité d'une conduite obstétricale bien réfléchie pour un meilleur pronostic materno-fœtal
nécessite une collaboration entre les obstétriciens pour la mise en route d'une stratégie homogène concernant les accouchements par voie basse en présence d'un utérus cicatriciel. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé très clair et très instructif. Je vais aller dans le chat. Il y a des questions. Et s'il y a des gens qui ont des questions aussi dans la salle, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main en utilisant, excusez-moi, en utilisant le petit bouton dans le bas, le petit bandeau, le petit bouton qui s'appelle Réaction. Donc, une première question qui vient du professeur Mansour sur l'utilisation du misoprostol pour le déclenchement du travail en cas de MFIU sur utérus cicatriciel. Alors, si vous voulez, dans notre pratique quotidienne, nous, on ne l'utilise pas. D'ailleurs, vous savez que le misoprostol, il n'a pas d'AMM dans l'utilisation de déclenchement. Et d'autant plus qu'on ne peut pas se permettre une surveillance continue, on ne l'utilise pas. Maintenant, ce qui est dit dans la littérature, que il augmenterait légèrement le risque de rupture utérine. Donc, à mon avis, la plupart des sociétés ne l'utilisent pas dans le déclenchement sur l'utérus cicatriciel. Du moins, c'est-à-dire dans notre contexte africain, nous en Algérie, on ne l'utilise pas pour le déclenchement d'utérus cicatriciel. À vrai dire, le déclenchement sur un utérus cicatriciel, on le fait vraiment sur des cas très, très sélectionnés, dans des structures vraiment bien équipées. Là, on peut se permettre une surveillance continue et quand on a des conditions obstétricales vraiment optimales, avec un bon bishop, avec une présentation bien accommodée, avec un poids de naissance qui est estimé eutrophique, pour vraiment tenter ce déclenchement sur l'utérus cicatriciel. Mais sincèrement, ça reste très timide dans notre contexte. Et un autre commentaire aussi qui vient de l'auditoire et qui m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'utilisation de l'oxytocine sur un utérus cicatrisé, sachant naturellement que l'oxytocine va déclencher la contractilité synchrone? Alors, sincèrement, le syntocinon, on peut l'utiliser euh, pour une direction de travail. Une direction de travail quand vraiment on est dans la deuxième phase de travail. Ça, c'est dans notre pratique. Quand on l'utilise en deuxième phase de travail et on a que, quand il y a que il y a que, on va dire que la dynamique utérine qui fait défaut, sincèrement, on peut avoir un résultat. Mais sur un mauvais bishop ou bien en tout début de travail, là, c'est un peu risqué. Mais vers une deuxième phase de travail, moi, je dirais que ça peut se faire. OK. Un dernier commentaire. Quelle est votre position, excusez-moi, devant un accouchement sur un utérus cicatriciel lorsque vous êtes en milieu rural et à l'extérieur de l'hôpital? Eh bien, je pense que c'est cette situation qui a un petit peu fait flamber les césariennes sur les utérus cicatriciels. Alors, je veux dire qu'il y a aussi, de l'autre côté, il y a le médico-légal. Moi, je peux vous dire que ça fait 2 ans de cela, dans un milieu rural, un jeune gynéco qui a fait accoucher un utérus cicatriciel, forceps, et qui finit par une rupture utérine. Eh bien, croyez-moi qu'elle a été malmenée dans les tribunaux. Et suite à ça, je peux vous dire que pratiquement 90% des utérus cicatriciels dans les milieux éloignés comme ça, quand le jeune gynéco, il est seul, délivré à lui-même, il ne se pose pas beaucoup de questions et il y va vers la césarienne. Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, mais bon, pour lui, c'est une protection, c'est une couverture. Ben, merci beaucoup. Je Je vous en pense prie. qu'il y a-t-il un autre message? Attendez une petite minute. Oui. Oui, une dernière question de Madame Sonia Bacot. Peut-on tenter une voix basse si la césarienne antérieure a eu lieu avant 34 semaines d'aménorrhée? 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 34 s
Alors, ce qui est dit dans la recommandation, c'est que quand ce n'est pas précisé que c'est un utérus, c'est une césarienne corporeale, on peut déduire le fait de la fréquence des césariennes segmentaires, que ce soit une segmentaire. Mais moins de 34 semaines, moi je dirais ça va dépendre de l'indication. Est-ce qu'il y avait un placenta prévia, par exemple, peut-être un placenta prévia sur 34 semaines, j'opterais beaucoup plus pour une corporeale. Donc en fait, ça doit être un ensemble de données. Il n'y a pas que l'âge gestationnel à lui seul, mais peut-être l'indication aussi pourra jouer un rôle dans ce sens. Un OK. 34 semaines en travail, je suppose qu'un segment inférieur, il peut exister un segment inférieur, donc je pourrais faire une segmentaire. Mais un 34 semaines qui n'est pas en travail et que j'opère pour une indication maternelle, pour une prééclampsie ou pour un placenta prévia, là, moi, je ne vais pas m'amuser à tenter un accouchement par voie basse. Je peux imaginer que c'est une cicatrice fragile, quoi. Écoutez, il y a encore d'autres commentaires, mais si vous voulez, on Oui, va les garder pour la fin, peut-être. oui, je voulais faire Ah un oui, petit commentaire. Est-ce que tu Oui, m'entends? vas-y, Chèque, vas-y, Chèque. oui, Voilà, je pense qu'il y a des domaines de la médecine où il est extrêmement difficile de faire, disons, l'évidence médicale, ah oui, parce qu'il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de facteurs externes, etc. Alors moi, j'ai été frappé par la fréquence des ismocèles en Afrique du Nord, à tel point que j'ai jamais participé à un congrès en Afrique du Nord, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, sans qu'il y ait une session. oui. Mais nous, on ne voit pas l'ismocèle ici. On n'en a pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a la technique opératoire? Est-ce que c'est un processus de cicatrisation qui est différent chez l'Africaine du Nord et l'Africaine du Sud? Alors, pour l'utérus cicatriciel aussi, il y a tellement de biais. Par exemple, il y a la technique opératoire, il y a la capacité de cicatrisation de la femme. Alors, ce qui fait qu'il va être difficile d'avoir un consensus. En tout cas, nous, dans notre expérience, moi, j'ai interdit l'accouchement par voie basse sur l'utérus bicicatriciel. On ne le fait pas. J'ai interdit l'utilisation du synthétinol, même si je sais que dans d'autres pratiques, en Europe, peut-être au Canada, etc., les gens peuvent l'utiliser. Donc, ce qui fait que, bon, c'est un sujet sur lequel il est difficile d'avoir des consensus, mais je pense que chacun doit tenir compte un peu de son vécu pour Oui. pouvoir établir des règles. Bon, ces règles seront discutables sur le plan de l'évidence médicale, mais au moins sur le plan médico-légal, on se sera un peu protégé, quoi, plus ou moins. Voilà le commentaire que je voulais faire et féliciter Fadila pour sa brillante présentation qui va nous donner l'opportunité de réfléchir un peu à nos pratiques. Merci Yves. Merci. OK, donc sans plus tarder, si vous êtes d'accord, nous allons passer à la seconde présentation. Donc, il s'agit de l'accouchement par présentation du siège et la personne qui va intervenir, c'est la professeure Madeleine Ramatou-Garba, qui est de la Faculté des sciences de santé de Niamey, au Niger. Madame Garba est professeure titulaire de gynéco-obstétrique, elle-même naturellement gynécologue obstétricienne. Elle travaille à la maternité Isaka Gazobi de Niamey et c'est aussi la présidente de la SOGC du Niger. Donc, sans plus tarder, Madame Garba, je vous passe la parole pour les 20 prochaines minutes. Et s'il vous plaît, lorsque vous intervenez pas, fermez vos micros. Merci. La parole est à vous, Madame Garba. Votre micro est fermé, madame. Ouvrez votre micro. Oui, d'accord. C'est bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Là, pour faire le partage, il faut que vous cliquiez sur votre présentation. Arrêtez Ah, le d'accord. partage et recliquez sur la présentation. Et elle Sur va la... venir. Non, Oui. il faut. Ok. il- ça- Là, c'est C'est ça, là. c'est parfait, madame. C'est parfait. Allez-y. C'est bon. Merci, professeur. Merci, cher maître, pour la confiance renouvelée. Donc, le thème qui nous a été proposé, c'est l'accouchement en présentation du siège. Alors, c'est sûr que l'accouchement en présentation du siège a toujours posé des problèmes aux accoucheurs. Apparemment,
au fil des siècles, la perception et la pratique ont évolué selon les pays, les régions du monde. Alors, il faut dire que l'étude multicentrique de Anna en 2000, qui a été réalisée dans 126 centres de 26 pays, a fortement impacté quand même la pratique de l'accouchement en présentation du siège. Et pour elle, disons pour cette équipe, une politique de césarienne programmée est largement préférable pour le nouveau-né se présentant par le siège. Ceux-là, nés donc par césarienne, risquent 3 à 4 fois moins de décès ou de présenter de pathologies graves que ceux nés par voie basse. Donc, cela a fait beaucoup réfléchir les gynécologues. Alors, si on vient pour la définition, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais la présentation du siège ou présentation podalique, c'est une présentation longitudinale où l'extrémité pelvienne du fœtus se présente la première, c'est sûr, au niveau du détroit supérieur. Elle est dite à la limite de l'autopsie et la com la jugeait à rebrousse-poil. Alors là, pour montrer donc, ces images-là que j'ai trouvées belles, d'accord, donc qui montrent les différents types de sièges, le siège complet, le siège donc là incomplet, là également le siège de complété, là celui-là qui reprend, surtout là on voit celui-là où le fœtus est debout. Et là, bon, donc, il est à moitié debout. Il peut être aussi également à genoux, un genou flexion. Alors, pour le rappel également, c'est que le siège complet, c'est un tiers des présentations. Le siège de complété, donc, lui, a 2 tiers. Le sacrum, donc, est le repère. Les variétés de position, je passe. Alors, quand on vient aux étiologies, les causes fœtales, il faut dire que 40% des décès sont des prématurés. Également, en cas de gémellité, des malformations, hydrocéphalie, anencéphalie, quand il y a une hyperextension de la tête, les causes utérines, il faut noter l'hypoplasie chez les primipares, l'hypotonie, le contraire chez les multipares, les malformations utérines, également des tumeurs intrinsèques telles que les fibromes. Quant aux causes ovulaires, il faut noter oligoamnios, hydramnios, des anomalies du cordon, des anomalies d'insertion placentaire également, tant qu'un placenta va insérer. Les causes pelviennes, quant à elles, ce sont des rétrécissements, des tumeurs préviales, des fibromes utérins, des tumeurs ovariennes présumées bénignes. Et dans beaucoup de cas, on ne retrouve pas de cause spécifiquement. Alors, la fréquence, selon plusieurs études, bon, j'ai mis celle-là, à terme, en fonction des pays, ben, généralement, au niveau mondial, c'est une fréquence mondiale, donc à peu près 3 à 4% à terme. Et à 32 semaines, cette fréquence est à 7% et beaucoup plus, effectivement, quand c'est à 28 semaines. En France, dans une étude retrouvée, la fréquence est plutôt à 5%. Bon, le diagnostic à l'interrogatoire déjà, cette gêne à l'inspection, l'utérus qui est à grand axe longitudinal, la palpation, donc tout ça, effectivement, quand c'est un siège complet, le poil il est irrégulier et quand il est décomplété, c'est plus ferme et régulier. Bon, l'échographie qui a pris beaucoup d'importance, mais encore faut-il avoir la disponibilité des appareils d'échographie. Il faut dire que ça peut arriver qu'on ait une complication du siège avec une rétention de la tête dernière. Pourquoi? Parce qu'il y a une hydrocéphalie derrière, méconnue, et on ne dispose pas d'appareil d'échographie le plus souvent. Alors, la conduite à tenir, en fait, c'est surtout sur cela que je voulais axer mon intervention. Une fois que le diagnostic est posé en fin de grossesse, en fonction des éléments du pronostic, on a 3 possibilités. Donc, soit faire une version par manœuvre externe, soit opter pour une voie basse ou par césarienne. Alors, c'est le grand dilemme dans le choix de cette conduite à tenir. Donc, la VME, c'est transformer la présentation du siège en présentation céphalique. Alors, idéalement, on dit à 37 semaines, et elle peut être une belle alternative à la césarienne. Chez la primipare, on dira à 36 semaines et la multipare jusqu'à 37 semaines. Alors, les facteurs qui peuvent
aider effectivement ou désavantager hein, le succès, c'est en faveur du succès, on va dire la multipare, chez la multipare, le siège complet. Également, il faut que le liquide soit suffisant, un placenta postérieur, et les facteurs, au contraire, pour l'échec, c'est la nullipare, le siège de complété, un oligoamnose, ou bien s'il y a une rupture des membranes, un placenta antérieur, un poids fœtal hein, qui est inférieur à 2500 grammes quand le dos est en arrière et également quand la patiente est obèse. Alors, une étude qui s'est faite aux États-Unis à l'échelle nationale entre 2003 et 2020, ils avaient eu 149 671 versions par manœuvre externe sur grossesse monofœtale. Alors, ils ont eu 64,23% de succès et parmi eux, donc 71% qui ont accouché par voie basse. Et parmi les échecs, on note près d'un cas hein, qui se sont versés spontanément et qui se sont mis spontanément en céphalique. Et les 63% des échecs ont fini en césarienne. Alors, une autre étude qui a été réalisée à Dublin, en Irlande, entre 2010 et 2020, dans le plus grand hôpital d'Europe, où ils font jusqu'à 8000 accouchements par an, et à peu près 5 versions par manœuvre externe par mois. Et là, il faut dire que 604 femmes ont bénéficié d'une version par manœuvre externe au cours de la période, et avec un taux de réussite à presque 55% hein, des cas. Et bon, dans ces cas, il y a eu une reversion spontanée en présentation de siège dans à peu près 8% et donc 3,6% donc, qui ont fait une version céphalique spontanée, même après l'échec de la version par manœuvre externe. Au total, effectivement, donc, ils ont eu quand même un taux d'à peu près 2/3 hein, qui ont accouché par voie basse. Alors, l'option césarienne, effectivement, depuis l'étude de Anna, donc l'option de césarienne a pris le dessus. Il faut dire quand même qu'en Europe, suite à l'étude de Anna, il y a eu l'étude Premoda, hein, d'accord, pour tenter effectivement d'inverser la tendance vers l'acceptation de l'accouchement voie basse du siège. Et cette étude en France et en Belgique en 2001 et 2002, ayant porté sur 19 408 accouchements, dont 8 108 avec une présentation de siège. Donc, le taux de césarienne, même avant le travail, c'était presque 100%. Hein, d'accord. Donc, cette étude, je pense que, bon, je pense que les Occidentaux de l'Europe de l'Ouest, qui sont effectivement, ils n'étaient pas tout à fait peut-être d'accord hein, avec l'étude de Anna en disant qu'on peut hein, quand même, en prenant beaucoup de précautions, hein, d'accord, tenter de faire, d'accepter une voie basse pour le siège, à certaines conditions, bien sûr. Alors, devant cette étude hein, qui a soulevé beaucoup de polémiques, de ce fait, aux États-Unis, là récemment, en regardant sur leur CDC, là, en 2023, près de 96% hein, de présentation de siège donc, ont une césarienne. Donc, ce qui est important. Alors, également, donc, je regardais dans la littérature, on disait qu'avant 1959, presque tous les sièges étaient accouchés par voie basse, ce qui était paradoxal. Donc, c'est depuis effectivement cette étude, comme l'a dit une gynécologue, et en quelques mois après l'étude, les césariennes pour la présentation du siège sont passées de 50 à 80% et en 2006 à 90%. Donc là, la prudence a primé, bon, entre guillemets. Et il faut dire également l'inexpérience des prestataires hein, et des implications, surtout médico-légales, hein, qui sont très importantes dans les pays occidentaux. Alors, une autre étude néerlandaise qui a porté sur 58 000 femmes hein, ayant accouché en présentation de siège sur la période de 1999 à 2007.
eux aussi, bon, ils sont allés plutôt dans le sens de la césarienne en démontrant une mortalité néonatale multipliée par 10 chez le nouveau-né. En présentation de siège né par voie basse. Donc, ce qui ne confortait pas pour la pratique voie basse. En Suède également, en 2022, une étude dans, disons, l'ensemble des accouchements, 105 670, et toutes les présentations de sièges, par exemple, pour toutes les présentations de sièges, il y a eu près de 92,4% de césariennes pour les présentations de sièges. Donc, ce qui est important. Alors, un exemple rapide sur une maternité de premier niveau dans la ville de Niamey. C'est une maternité très moyenne qui a fait 2077 accouchements, dont 1880 accouchements assistés. Nous, le terme assisté, en fait, c'est pour être sûr que c'est au moins la sage-femme et un infirmier qui a une certaine performance qui fait l'accouchement. C'est pour ça qu'on met le terme assisté. Bon, ailleurs, ce terme n'est pas mis parce que de toute façon, les prestataires sont tous qualifiés. Alors, il y a eu 17 accouchements en présentation du siège chez les multipares, alors que toutes les primipares ont été référées vers les structures avec bloc pour qu'elles soient opérées. Parce que c'est, je vais dire, l'habitude donc une primipare plus siège ici, donc dans notre contexte, elle est opérée. En fait, en milieu où il y a des gynécologues. Mais bien sûr qu'elles accouchent elles peuvent accoucher à domicile et là, ça pose problème. Quand on voit des chiffres de la maternité Gazobi, donc une maternité de 3e niveau, en 2023, il y a eu 7 905 accouchements, dont 5 578 césariennes. Il ne faut pas s'étonner parce que bon, c'est une maternité où on réfère, où les maternités périphériques opèrent, donc ça fait presque 71% de césariennes. Mais il faut dire que la maternité couvre également une bonne partie de la ville de Niamey et également certaines villes moyennes aux alentours de Niamey, donc qui réfèrent ici et qui n'ont pas un bloc permanent. Alors, pour nous, dans le service, la césarienne est systématique. Dès qu'il s'agit d'une primipare, donc c'est césarienne. Et il faut dire qu'on n'a pas la possibilité de faire une scan pelvimétrie. Ce n'est pas la routine. Alors, enfin, j'avais regardé, donc également, il y a un guide de pratique clinique du collège qui dit que, bon, la présentation complète du siège, bon, une césarienne antérieure, ce n'est pas une contre-indication en soi, un accouchement vaginal, mais effectivement, il faut s'entourer de beaucoup de précautions. Je vais y aller vite. Alors, les conditions pour minimiser les risques, pour accepter la voie basse, il faut dire qu'il faut que le bassin soit normal. Il faut que le terme gestationnel soit supérieur à 36 semaines, d'améliorer un travail spontané, de préférence un siège de complété, et qu'il n'y ait pas une contre-indication systématique à la césarienne, telle qu'un obstacle pédial, des causes utérines, utérus cicatricielles, malformation utérine, cause fœtale avec un gros fœtus, dès qu'il dépasse effectivement les 3800, le poids fœtal estimé est supérieur à 3800, avec un bip supérieur à 98 mm, une déflexion permanente de la tête et, bon, plus relativement, peut-être des pathologies, diabète et hypertension artérielle. Alors, quand on opte pour la voie basse, l'expulsion est le temps essentiel. Et là, en fait, j'ai insisté sur l'équipe en mettant sage-femme, obstétricien, anesthésiste, pédiatre, ce qui n'est pas le cas dans notre contexte, parce que nous-mêmes, au niveau donc des villages, un infirmier peut faire un accouchement, une présentation du siège. Donc ça, c'est pour les pays occidentaux. Alors là, il faut attendre que la dilatation soit complète avec des efforts explicites pendant les contractions, de bonnes contractions utérines, et éventuellement la mise en place d'une perfusion de syntocinon pour assurer un bon moteur utérin, parce que comme on le dit, on peut avoir la panne de moteur, et tout ce qui va contre-indiquer la mise en place de perfusion va contre-indiquer également l'acceptation de la voie basse. Un forceps éventuellement à portée de main et prévoir une épisiotomie systématique. Et comme le dogme, un dogme ancien qui dit à bonne dilatation, bon siège, mais à bon siège, bonne dilatation, qui est toujours valable. Alors, quand on a opté pour la voie basse, bon, il faut savoir, bon, il y a plusieurs méthodes, la méthode de Vermeulen, on prend les précautions, observateur attentif,
le dégagement artificiel de l'épaule par la manœuvre de bras, je vais accélérer. Là, donc, une image du Mauriceau, là, le bratch. Bon, que le siège, qu'il soit complet ou incomplet, le gros problème, c'est au niveau de la tête, hein, de l'expulsion de la tête. C'est ça le gros problème. Donc là, on voit effectivement, en cas de siège complet, hein, n'est-ce pas, là, un siège de complété. Et au finish, c'est la complication la plus redoutable, c'est la rétention de la tête dernière. Parce qu'il ne va pas s'engager, ça va entraîner des lésions graves par déflexion de la tête, l'accrochage du menton à la symphyse, et s'il y a bien sûr, si on n'a pas pris les précautions, hein, d'apprécier, hein, la proportion fœto-pelvienne. Alors, ces complications au niveau de la tête dernière, bon, la manœuvre de Mauriceau, ça c'est quand la rétention de la tête dernière est à la partie basse. Et là également, on risque des lésions médulaires, du plexus brachial, hein, et au niveau également de la cavité buccale. Malheureusement, la manœuvre de Champetier du Grips, quand on l'utilise, ça veut dire que vraiment la rétention à la partie haute, et là, c'est pas bon, d'accord? Donc là, on a pris beaucoup de risques et on n'est pas sûr d'avoir un nouveau-né vivant, hein, d'accord? Donc, cette manœuvre de Champetier du Grips. Donc, c'est d'où la précaution de voir les conditions d'acceptation avant de le faire, avant d'accepter la voix basse. Là, donc là, un petit mot sur la particularité de nos pays. Si dans les pays, effectivement, à fort revenu, donc avec des ressources humaines également plus importantes, les aspects médico-légaux font que la sage-femme ne fait jamais l'accouchement seul, de siège seul. Alors que dans nos pays, il y a cette délégation de compétences. L'accouchement peut être réalisé dans nos centres de santé par des infirmiers, des sages-femmes seules, hein, voire même par des matrones, hein, au niveau des villages, hein, d'accord. Bien bon, donc c'est pour ça que l'accouchement assisté, donc elles ne font pas partie, mais quand il n'y a pas d'infirmiers ou de sages-femmes dans les villages, elles peuvent effectivement suppléer à cela. Alors, une étude au Nigeria, Nigeria, donc on a à peu près les mêmes similitudes, hein, c'est le grand voisin qui fait 10 fois la population du Niger. Alors, une étude du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, ayant porté sur 287 accouchements par le siège, on voit donc effectivement que la fréquence était de 2,8%. Il y a eu 162, donc 56,4% d'accouchements par siège assisté et 43,5% par césarienne. Et là, effectivement, malheureusement, on a vu que parmi les nouveau-nés, presque 10% avaient de faibles scores, donc pour ceux qui ont été nés par la voix basse. Toujours dans cette étude, hein, au niveau de l'échantillon, ils ont eu 77 patientes, hein, qui ont accouché par le siège et dont 9 avaient un mauvais abda et ont souffert donc, de graves asphyxies à la naissance. Hein, d'accord, voilà. Donc, bon, pour eux, ils ont déduit une association significative a été notée entre la voie d'accouchement et l'issue périnatale. C'est sûr qu'on a des similitudes, hein, quand malheureusement les femmes peuvent être amenées en complications et n'ont pas du tout été suivies. Et donc ça peut poser d'énormes problèmes. Alors, toujours dans nos particularités, hein, les complications, donc le siège est méconnu, hein, elle va arriver avec la rétention tête dernière, hein, d'accord? Donc là, déjà, le fœtus a succombé. Il peut y avoir également une rupture, hein, sur une présentation du siège, malheureusement une fissure quand le travail a été long, voire le décès périnatal et même maternel, donc en fonction du terrain de la patiente. Alors, les défis, c'est l'introduction de nouvelles perspectives, hein. Lors du dernier congrès de la FIGO, j'ai été émerveillée par une présentation sur l'accouchement à 4 pattes. Hein, d'accord? Bon, c'était vu le temps imparti pour mettre éventuellement un peu de la vidéo. Donc, bon, ça peut être une de futures perspectives donc, à explorer. Hein, d'accord? Donc, cela avait été présenté lors de ce congrès. Et bien sûr, d'autres innovations telles que d'autres algorithmes. Hein. Et là, je vois Hofmeyer
hein, qui a décrit des procédures, des algorithmes pour toujours optimiser, hein, le taux de succès pour un accouchement par voie basse. Hein, d'accord. Voilà. Et le grand défi, c'est que l'accouchement de siège doit continuer à être enseigné. Hein, du fait que l'accouchement peut être inopiné, c'est ça la problématique. Même si on n'acceptait pas, on dit, bon, c'est césarienne systématique, sans même passer par manœuvre externe, mais une patiente peut arriver et que l'accouchement soit inopiné. Et il faut pourtant y faire face, hein, d'accord? Donc, le temps de faire la césarienne, peut-être que on perdra beaucoup de temps. Donc, à cause de cela, il faut effectivement donc, continuer à ce que l'accouchement en présentation du siège continue à être enseigné pour que tout accoucheur puisse y faire face. Voilà, je suis à la fin de ma présentation et je vous remercie. Merci, merci. Ben, merci beaucoup pour cette belle présentation, encore une fois très claire et très bien structurée. Je vais aller dans le chat. Je vois qu'il y a des questions. Il y a une question de Mme Fadila. Quelle est votre pratique en matière de VME? J'arrive, je vais mettre l'écran, excusez-moi. Notre pratique, en fait, bon, on en fait rarement, mais en fait, si on en fait rarement, bon, c'est peut-être bon, peut-être parce que parfois on n'a pas une salle disponible, bon, sinon au niveau des collègues, effectivement, donc tous on est à même de faire des versions. On n'en fait pas souvent. On n'en fait pas souvent, mais sinon, bon, les collègues, ils sont, euh, ils sont entraînés pour le faire. On a eu à en faire. Donc, l'équipe est à même de faire des versions par manœuvre externe. D'accord, merci. Vous pouvez cesser le partage aussi, Madame, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Une autre question dans le chat. Chez une primigeste qui a un bassin normal et un fœtus de poids moyen, est-ce que vous indiquez quand même une césarienne? Oui, parce que bon, la précaution, c'est que oui, systématiquement, dès que c'est une primipare, oui, on préfère faire la césarienne. Parce qu'au vu des facteurs de bon pronostic, pour nous, il aurait fallu qu'elle soit en travail d'accouchement, qu'on ait une scalpelvimétrie qu'on ne demande pas, parce que bon, au vu du coût, ça doit faire dans les peut-être 75 €. Donc, on ne la demande pas systématiquement. On ne demande pas de scan périmétrique. Donc, on fait systématiquement toute primipare avec siège, c'est césarienne. En tout cas, je dis je parle des services où il y a des gynécologues, hein, où il y a des blocs. Mais bien sûr que cette primipare, elle peut faire son travail d'accouchement au village. Là, c'est autre chose. Mais je veux dire, dans nos structures, c'est césarienne systématique. OK, ben écoutez, je pense qu'on va aller vers la troisième présentation et je vais demander à notre ami, Merci. le professeur Télissaï de Guinée-Conakry, mais qui est Est-ce à que je Paris en ce peux, moment, je crois, de faire la présentation du troisième intervenant. est-ce que je peux faire un bref commentaire? Ah oui, vas-y, Cheikh, excuse-moi, j'ai pas vu ta main. Oui, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, hein. Je ne sais pas si tu as vu. Bon, il y a quelqu'un qui dit, bon, la conférencière a parlé de quand il y a un siège, euh, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que là, c'est la citation. Quand il y a siège, on prend un siège. Que signifie cette citation? Je ne sais pas. Moi non plus, c'est pour ça que je n'ai pas posé la question, parce que je n'ai pas compris la question. Voilà, il y a aussi siège et utérus cicatriciel. Quelqu'un a posé la question. Ah Quelle est la non, conduite recommandée? non, c'est systématiquement la césarienne. Bon, il y a Non, on fait aussi combien de touchés vaginaux sont autorisés dans le siège pour éviter un relèvement des bras. ah, le nombre de touchés. Bon, Ouais. mais le problème, c'est que, en fait, dès que le siège commence à être expulsé, Mhm. dès que le siège commence à être expulsé, bon, il faut donc, si on fait, si on- il faut vite terminer. Je ne sais pas, qu'est-ce que la personne voulait dire par le toucher? Non, c'est-à-dire ce qu'on dit. Et moi, quand je Hein? viens au staff, on dit il y a relèvement des bras, je dis on a touché. Parce que les mains frétillent hein, quand le siège commence à apparaître. Hein? Or, c'est démontré que moins on touche dans Oui, le voilà. siège, et mieux ça vaut. Si on décide Parce de que, faire un vermelin, il faut faire oui, un vrai vermelin. sans toucher, oui.
Alors, le Il ne faut pas commentaire que je trop voulais... trépoter. Parce que dès qu'on touche, en fait, le futur, c'est Exactement. comme tu disais, je ne veux pas qu'on me touche. Absolument. Donc, si on touche, il faut terminer. Voilà. Finalement, c'est ça ce que veut dire quand devant un siège, on prend un siège. Ça veut dire c'est opter Ah, plutôt vers d'accord. OK. Darmanin. OK. Donc, la personne avait raison de poser la question. Exactement. OK. Exactement. Alors, moi, le commentaire que je voulais faire, après avoir félicité la conférencière pour sa belle présentation, c'est l'histoire de l'essai de Anna. Pour moi, ça a révolutionné ma perception de l'évidence médicale. Et je crois que ça a été le cas pour beaucoup de monde. Voilà une étude qui a révolutionné une pratique. À l'époque, ce n'était pas censé. Personne n'osait plus parler d'accouchement par voie basse dans le siège. Et on s'est rendu compte que quelques années après, il y a eu un retournement de situation. Parce que l'article en question, l'étude en question a été analysée. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de biais et des problèmes de validité interne, des problèmes de validité externe. On s'est rendu compte que dans les équipes qui avaient participé à cette étude, en réalité, n'avaient pas une grande expérience de l'accouchement du siège. Nous, on a toujours continué à accoucher les sièges. On a 4% à peu près, et ça s'est toujours très bien passé. Autant dans certaines équipes, les gens vous diront siège primipare, on fait césarienne. Nous sommes partisans de l'évaluation de la situation obstétricale. Et ça se passe très bien, on a d'excellents résultats. Parce que le devenir total, l'existence par exemple d'un mauvais Apgar, mais ce n'est pas forcément lié tout le temps à la voie d'accouchement. Il y a combien qui sont prématurés? Combien d'enfants se sont développés dans un contexte de pathologie maternelle, etc. Donc, il y a tellement de biais. Si on analyse que l'Apgar et on voit le type d'accouchement, si on en déduit que, bon, si on fait des accouchements par siège, la majorité des enfants auront des Apgar qui sont plus mauvais que par rapport si on fait une césarienne, je crois que c'est une interprétation trop hâtive. Et là aussi, c'est l'exemple qui montre que les pratiques sont différentes. Et nous sommes partisans, encore une fois, de l'accouchement du siège par voie basse, sauf s'il y a une contre-indication obstétricale, bien entendu, s'il y a un bassin, s'il y a une échographie avec une tête fœtale qui fait plus de 95 mm de diamètre bipariétal, s'il y a prématurité, etc. Voilà, merci Yves. Voilà le commentaire que je voulais faire. Cheikh, est-ce que je peux dire un mot? Bien sûr, Oui, Nida bonjour Cheikh. mon cher ami, comment vas-tu? Ben, merci à tout le monde, hein. Moi, je vous ai écouté religieusement, que ce soit pour la première ou deuxième présentation, mais moi, je parle en tant que membre du Conseil de l'Ordre, hein. Bon, moi, la question médico-légale m'intéresse au plus haut point. Alors, moi, je fais le reproche à mon sœur et à Madame Graba de ne pas parler du volet médico-légal. Est-ce que l'une ou l'autre peut me dire un mot là-dessus? Merci beaucoup. Merci Ilias. Est-ce que les conférenciers peuvent apporter des éléments de réponse? Eh bien, par rapport aux utérus cicatriciels, et c'est vrai que le médico-légal, si vous voulez, je pourrais dire même, vraiment, il nous serre les mains et vraiment, ça constitue vraiment un grand obstacle pour un petit peu pratiquer, je dirais, entre guillemets, la vraie obstétrique. Et bon, Monsieur Wadi, on est dans le même milieu pratiquement, donc on sait ce qui se passe en Algérie. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un petit peu c'est ça qui a fait augmenter le taux de césarienne sur utérus cicatriciel. Alors, dans nos pratiques, de vue ce médico-légal, dès qu'il y a une petite anomalie, un petit quelque chose associé à l'utérus cicatriciel, eh bien, les gens, ils ont peur et se précipitent carrément vers la césarienne. Malheureusement, c'est comme ça. On pense que ça peut couvrir, ça peut nous protéger. Maintenant, bah, c'est ce qui se passe malheureusement sur le terrain. Alors, pour dire que le bicicatriciel, on tente la voix basse, jamais, sauf si elle vient vraiment en travail. Un siège, on tente une voix basse, jamais, sauf si elle vient vraiment à dilatation complète. Et voilà, parce que le médico-légal, ça nous pèse. Ben, je vais répondre. Bon, mais moi, Je pense que le professeur Cissé vient d'avoir un grand biais pour les études
académique sur l'utérus cicatriciel. Moi, je pense que c'est celui-là le véritable biais, professeur Cissé. OK. Merci. Oui, Madeleine, est-ce que tu as un commentaire pour le siège? Oui, merci, cher maître. Mais oui, je pense que je l'ai noté, hein, donc, en fonction des pays, là où le médico-légal est très bon, dur, je dirais, mais ils vont être encore plus prudents dans l'acceptation de la voix basse. Donc, je l'ai noté dans la présentation. Mais chez nous, malheureusement, je veux dire, quand un siège naît et que le fœtus ne sort pas vivant dans une maternité périphérique, bon, il y a un peu de fatalisme. Est-ce que le médico-légal n'est pas encore, bon, encore très prononcé? Donc, ça dépend de où on se trouve. Voilà. Ça viendra. Non, sinon, je l'ai noté aux États-Unis, c'est très le médico-légal, les avocats sont là. Donc, les gynécologues obstétriciens, ils sont très prudents. Voilà. Donc, c'est un Merci, peu ça Madeleine, la merci. difficulté. Merci, cher maître. Mais Merci. le médico-légal, ça vient en Afrique aussi, hein. Donc, merci pour D'accord, merci. la parole. À présent, nous allons parler de l'accouchement en cas de macrosomie. Et cette présentation sera faite par le docteur Mamadou Massounian. Mamadou Massounian, qui nous vient de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Il est maître de conférence agrégé en gynécologie obstétrique et gynécologue obstétricien à l'hôpital IHS de Dakar chez le professeur Cheikh Tidiane Cissé. Massounian, donc, si tu es prêt, on va t'écouter sur les particularités de cet accouchement. On sait que cet accouchement, il est de plus en plus fréquent à cause des facteurs qui prédisposent à la macrosomie chez le nouveau-né. Donc, Massounian, tu as la parole. Merci, cher maître. Donc, j'en profite pour saluer le professeur Tremblay, le professeur Lemary, mais également le professeur Cissé, président de la Fédération d'obstétrique et de gynécologie, et notre sœur, le professeur Fadila Manser, ainsi que tous les participants à cette session. Alors, donc, il m'a été demandé de parler de l'accouchement en cas de macrosomie fœtale. Donc, pour introduire, nous allons rappeler la définition de la macrosomie fœtale, qui est un poids de naissance qui est supérieur ou égal à 4000 grammes sur un fœtus né à terme, ou encore supérieur au 95e percentile selon l'âge de la grossesse, donc sur les courbes de croissance. Alors, il s'agit d'un accouchement à haut risque pour la mère, mais également pour le nouveau-né, avec des taux de morbidité et de mortalité maternelle et néonatale qui sont non négligeables. Alors, chez la mère, nous pouvons noter de nombreuses complications possibles, en particulier les déchirures du périnée lors de l'expulsion, mais également et surtout l'hémorragie du postpartum. Alors, on a des complications à long terme, donc il s'agit des cas de prolapsus génito-urinaire et d'incontinence urinaire. Alors, chez le fœtus, la complication majeure, c'est la dystocie des épaules, donc avec un risque de complication à type d'élongation du plexus brachial, mais également de fracture de l'humérus ou de la clavicule. Alors, il existe plusieurs facteurs étiologiques donc, associés à la macrosomie fœtale et le principal facteur, c'est le diabète maternel, qu'il s'agisse du diabète gestationnel ou du diabète prégestationnel. Le constat qu'on a fait dans notre pratique, c'est que au cours des réunions journalières que l'on fait, les staffs quotidiens, on a noté une augmentation progressive des accouchements de macrosomes. Alors, quand on a fait une revue de la littérature au Sénégal, nous avons noté quand même au fil des années une augmentation de la fréquence des macrosomes avec des taux qui vont de 1,57% en 1996 à 4% dans des études plus récentes. Donc, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y avait une évolution particulière dans notre pratique obstétricale en matière d'accouchement de macrosomes.
Alors, la fréquence, elle est variable selon les auteurs. Et cette variabilité est due tout simplement à la différence dans les facteurs, dans les critères d'inclusion, dans les différentes études. Donc, le critère poids surtout, mais également des études qui prennent en compte le critère pathologie maternelle associé à cette macrosomie. Si bien que lorsque le poids est supérieur à 4000 grammes, les fréquences varient de 4,4 à 9,6%. Et dans des études où le critère poids est à 4500 grammes et plus, on a des taux entre 0,58 et 3,2%. Alors, en France, Valmori avait rapporté en 2006 et 2017 le taux de 26,8% de macrosomie. Je l'ai rappelé tout à l'heure, au Sénégal, on note une augmentation progressive donc, du taux de macrosomie fœtale. Et au Mali, en 2009, Koulibaly avait rapporté un taux de 2,5% d'accouchement de macroso. Alors, cet accouchement, je l'ai dit tantôt, peut être associé à des complications, donc ce qui en fait la particularité. Donc, chez la mère, on l'a rappelé, les complications les plus fréquentes, mais également les plus graves, ce sont les lésions traumatiques, mais également l'hémorragie de la délivrance. Donc, cette hémorragie de la délivrance est secondaire à l'atonie utérine par la surdistension utérine, mais également il peut s'agir d'une hémorragie de la délivrance due à un traumatisme, donc notamment les déchirures du périnée, mais également une déchirure cervicale peut en être la cause. Après l'accouchement, on note la fréquence des infections puerpérales. Chez le nouveau-né, les complications les plus fréquentes, c'est la détresse respiratoire néonatale, l'asphyxie périnatale et surtout les complications métaboliques, en particulier l'hypoglycémie. Et cette hypoglycémie est due tout simplement à l'arrêt brutal donc, de l'approvisionnement en glucides par la mère chez un nouveau-né qui a une demande qui est assez élevée, mais également à l'hyperinsulinisme fœtal, donc qui peut induire l'hypoglycémie. Si bien qu'à la naissance, il faut tout de suite alimenter le nouveau-né et faire un monitorage de la glycémie. Alors la hantise pendant l'accouchement, c'est la dystocie des épaules. Donc des fréquences variables ont été rapportées allant de 1 sur 4000 à 5000 accouchements pour ce qu'on appelle la vraie dystocie des épaules, c'est-à-dire lorsque les épaules sont retenues au-dessus du détroit supérieur. Il y a par contre, pour la fausse dystocie des épaules ou des épaules bloquées dans l'excavation pelvienne, donc la fréquence est un peu plus élevée, donc de 1 à 5 pour 1000 accouchements. Alors, cette dystocie des épaules survient de façon variable et le taux est d'autant plus important que le poids fœtal est important. Donc, le risque est multiplié par 6 lorsque le poids fœtal est entre 4000 et 4500 grammes. Et pour des fœtus de plus de 5 kg, donc 5000 grammes, le risque est multiplié par pratiquement 23. Donc, les facteurs les plus prédictifs de la dystocie des épaules, c'est surtout lorsque la macrosomie est associée à une pathologie maternelle, notamment le diabète. Donc, lorsqu'on a une macrosomie chez une femme qui a un diabète surtout prégestationnel, donc le risque de dystocie des épaules est encore plus important. Alors, cette dystocie des épaules, lorsqu'elle survient, et lorsque la prise en charge n'est pas adéquate, elle peut être associée à d'autres lésions, telles que les lésions du plexus brachial. Il peut s'agir d'une élongation ou d'une rupture carrément du plexus brachial. Et comme la dystocie des épaules, ces risques sont d'autant plus élevés que le poids fœtal est important. Il existe également des risques de lésions traumatiques, notamment les lésions fracturaires comme la fracture de l'humérus, mais également la fracture de la clavicule. Alors, quels sont les facteurs de risque associés à la macrosomie fœtale? Donc, ceci est un rappel. Les facteurs les plus retrouvés, c'est l'obésité, donc avec un risque de macrosomie fœtale multiplié par 4 à partir d'un poids de 90 kg. Et plus le poids maternel est important, plus le risque est important. Il est multiplié par 7 lorsque le poids atteint ou excède 112,5 kg. Alors, le fœtus de sexe masculin est plus fréquent donc, dans cette pathologie. Donc,
avec un sexe ratio de 3/2 en faveur des fœtus de sexe masculin. D'autres facteurs interviennent, l'âge maternel, la parité. Donc, c'est ce qu'on appelle la dystocie progressive parce qu'il est démontré que plus on avance dans la parité, plus le poids des fœtus devient important. Et donc, chez les grandes multipares, on n'est pas surpris d'avoir des fœtus dont le poids fait plus de 4 kg. Alors, l'antécédent d'un accouchement de macrosome expose également, lors des grossesses ultérieures, à accoucher d'un macrosome. Mais le facteur principal, encore une fois, reste le diabète maternel, donc qui est classiquement associé à une macrosomie fœtale. Et cette macrosomie, on l'a dit tout à l'heure, est due à l'hyperinsulinisme qui est secondaire à l'hyperglycémie maternelle. Et on sait que l'insuline est un facteur majeur de croissance, donc ce qui explique la survenue de la macrosomie fœtale. Alors, comment faire le diagnostic? C'est d'abord la clinique aidée par l'échographie. Et des études ont pu évaluer la prédictivité de la clinique pour l'évaluation, pour le diagnostic de la macrosomie fœtale. Et les résultats sont variables. Donc, à la clinique, il faut mesurer la hauteur utérine. Et lorsqu'elle est supérieure à 36 cm, on pense à une macrosomie fœtale. Mais également faire la palpation de l'abdomen. Et lorsqu'on a une sensation de fœtus partout, donc on peut également penser à la macrosomie fœtale. Alors, des études ont comparé le diagnostic clinique au diagnostic échographique. Donc, cette étude de Schoen, portant sur 602 patientes, donc, a montré que la palpation clinique donc, est aussi précise que l'échographie dans le diagnostic de la macrosomie fœtale. Dans cette étude de Sherman, portant sur 1700 patients, un effectif plus important, donc qui comparait toujours l'échographie à l'examen clinique, donc a montré qu'il y avait une différence selon que le poids soit inférieur ou supérieur à 4000 grammes. Donc, pour des poids en 2500 et 4000 grammes, c'est-à-dire des poids de fœtus normaux, l'estimation échographique est plus précise. Par contre, lorsqu'on va au-delà, donc lorsqu'on est dans la macrosomie fœtale, l'échographie et la palpation clinique ont donc une précision qui est similaire. Alors, il faut dire que le mieux, c'est à la clinique, c'est d'associer la mesure de la hauteur utérine et la palpation de l'abdomen, c'est-à-dire la manœuvre de Léopold. Donc, les études prospectives ont montré donc, que l'association de la manœuvre de Léopold et de la mesure de la hauteur utérine avait une spécificité de 90 à 99%. Donc, lorsque ces deux disaient qu'il ne s'agit pas d'une macrosomie fœtale, probablement, donc l'échographie allait venir confirmer ce diagnostic. Alors, sur l'échographie, la moyenne absolue du pourcentage d'erreur, c'est 8% pour l'enfant qui n'est pas macrosome, c'est-à-dire l'enfant qui a un poids normal. Par contre, lorsque le poids est supérieur à 4500 grammes, le risque d'erreur va jusqu'à 13%. La prédiction de la macrosomie, donc, par l'échographie, a une sensibilité qui est faible, relativement 22 à 44%, mais une spécificité qui est élevée à 99%. Alors, comment faire l'accouchement d'un fœtus macrosome? Donc, deux voies d'accouchement sont possibles, naturellement. C'est l'accouchement par voie basse ou la césarienne. Alors, lorsque on opte pour un accouchement par voie basse, il faut s'assurer que les conditions sont réunies. Donc, pour cette option, alors ces conditions, c'est quoi? Il faut que le fœtus soit dans une présentation céphalique. Donc, toute autre présentation contre-indique la voie basse. Dans notre pratique, nous faisons l'accouchement par voie basse lorsque l'utérus est neuf. Donc, en cas d'utérus cicatriciel, donc, nous n'optons pas pour cet accouchement par voie basse. Et il faut également que le bassin soit normal, donc praticable. Alors, en fin de grossesse, une fois le diagnostic de macrosomie fœtale fait, il faudrait une bonne évaluation préalable de la confrontation photopelvienne par un examen obstétrical qui est complet, avec notamment un palpé mensurateur de Pinard,
mais également si les membranes sont rompues, réaliser un palpé introducteur. Il existe des critères échographiques sur lesquels on peut s'appuyer pour choisir la voie d'accouchement. Dans notre pratique, lorsque le diamètre bipariétal est inférieur à 100 mm et la circonférence abdominale inférieure à 380 mm, on peut se permettre, donc lorsque les autres conditions sont remplies, d'opter pour la voie basse. Alors, l'accouchement doit être réalisé dans une maternité chirurgicale en présence d'un obstétricien, d'un anesthésiste et d'un pédiatre. Et le bloc opératoire doit être fonctionnel, donc prêt pour faire une césarienne lorsqu'il y a besoin. Alors, dans cet accouchement par voie basse, le travail devra être surveillé de façon stricte, notamment la phase de dilatation, mais également la phase expulsive, pendant laquelle survient la complication la plus redoutable, à savoir la dystocie des épaules. Alors, on possédait des manœuvres de Macroverse, donc, qui est une hyperflexion des cuisses sur le bassin, donc pour élargir les diamètres du bassin, mais également l'expression suspubienne afin de prévenir la dystocie des épaules. L'épisiotomie peut être réalisée au besoin. Alors, dans le cadre de la prévention de l'hémorragie du postpartum, la gestion active de la troisième phase de l'accouchement devra être réalisée et il faut surveiller la patiente en salle de naissance, donc par la prise des constantes, l'examen vulvo-périnéal toutes les 15 minutes. Donc, administrer au nouveau-né les soins essentiels. Mais ce qui y a de plus important chez le nouveau-né, c'est la prévention des complications métaboliques, notamment l'hypoglycémie, donc par une alimentation précoce. Alors, la hantise, c'est la survenue de la dystocie des épaules. Et lorsque cette complication survient, donc classiquement, on décrit des éléments qu'il ne faut pas faire et des éléments qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce sont les 3 P des anglo-saxons. Donc, il ne faut pas exercer une traction excessive sur la tête fœtale, donc au risque de rompre le plexus brachial ou d'occasionner une élongation du plexus brachial. Il ne faut pas faire une expression utérine, ça ne permet pas d'engager les épaules. Il ne faut pas pivoter la tête, il ne faut pas la tordre, donc pour réaliser la manœuvre de Zavenelli, qui est une manœuvre plutôt illusoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par contre? C'est une large épisiotomie. Ça nous permet d'avoir un accès convenable au niveau vulvo-périnéal et permettre de faire les manœuvres dont on a besoin. L'anesthésie est réalisée si possible, mais ne doit pas retarder les gestes qu'on doit faire. Alors, dans la fausse dystocie des épaules, les manœuvres de Macroverse et l'expression suspubienne peuvent suffire pour permettre l'accouchement par voie basse. Par contre, dans la vraie dystocie des épaules, c'est la manœuvre de Jacquemier, donc qui consiste à abaisser l'épaule postérieure du fœtus en veillant à faire passer la main fœtale devant la face pour éviter une fracture de l'humérus. On dit qu'il faut se faire moucher le fœtus. Et cette manœuvre va entraîner une extraction donc, de l'épaule postérieure et dans le même temps, une rotation qui permet à l'épaule antérieure de se mettre sous la symphyse pubienne. Et la même manœuvre permettra de dégager l'épaule antérieure. Alors, le deuxième mode d'accouchement, c'est la césarienne, donc qui peut se faire de façon programmée avant toute entrée en travail ou une césarienne d'urgence. Donc, les indications de la césarienne programmée, c'est la macrosomie associée à un bassin rétréci ou à un utérus cicatriciel, un dépassement de terme, une présentation autre que la présentation céphalique ou l'association avec d'autres pathologies maternelles ou fœtales, mais également un poids fœtal supérieur à 4500 grammes ou un diamètre bipariétal supérieur à 100 mm ou une circonférence abdominale supérieure à 380 mm. Alors, pendant l'accouchement, donc, des complications peuvent indiquer la césarienne, notamment la rupture prématurée des membranes, la disproportion photopelvienne, la dystocie dynamique. Alors, nous avons voulu rapporter notre expérience dans le cadre de la prise en charge de l'accouchement du macrosome sur une période allant de 2019 à 2022. Donc, cette figure montre un peu l'augmentation de la fréquence donc, de la macrosomie fœtale, donc, qui est passée de 1,7 jusqu'à 3,4 donc en 2022.
Alors, nos patientes étaient âgées en moyenne de 29 ans, avec une gesticité moyenne de 3, une parité moyenne de 2, et on notait un antécédent de diabète gestationnel ou d'accouchement de macrosome dans 11,7% des cas. Alors, le terme à l'admission, souvent, il s'agissait d'une grossesse à terme, entre 37 semaines et 40 semaines et 6 jours, dans 63% des cas. Nous avons noté des cas de dépassement de terme. Le diagnostic était souvent fait dans la période postnatale, dans 65,3%, ce qui montre un peu la difficulté. C'est des cas de macrosomie fœtale qui étaient des surprises de l'accouchement, donc pour nous. Donc, ce qui justifie toujours une bonne évaluation en salle d'accouchement. Donc, quelle que soit la patiente, même si elle avait accouché antérieurement, il faut toujours réévaluer en salle d'accouchement. Alors, par rapport à l'accouchement, justement, la plupart des patients avaient bénéficié de césarienne, soit une césarienne programmée, une césarienne d'urgence. La voie basse représentait 40% de l'échantillon d'études. Alors, la principale indication de la césarienne, c'était la disproportion photopelvienne due à la macrosomie ou au bassin rétréci. Alors, le poids fœtal était le plus souvent compris entre 4000 et 4299 grammes. Donc, les poids photos supérieurs à 4300 grammes étaient moins notés. Donc, nous avons enregistré 4 patientes qui avaient un poids supérieur à 5000 grammes. Les complications maternelles étaient mineures. On a noté un cas d'hémorragie du postpartum. Souvent, il s'agissait de déchirure du périnée et nous avons noté un cas de rupture utérine. Par contre, les complications périnatales étaient plus importantes avec les cas d'état fœtal non rassurant en 23,5% des cas, mais également nous avions eu des cas d'élongation de plexus brachial, de fracture de clavicule, ce qui fait que dans notre pratique, il y a eu des recommandations, notamment être plus interventionniste, donc dans la prise en charge de ces macrosomies fœtales. Les facteurs associés à ces complications, justement, c'était l'existence de pathologies maternelles, en particulier le diabète, le terme dépassé, l'accouchement par césarienne, parce que souvent, il s'agissait de complications du travail qui faisait qu'on réalise la césarienne, le poids fœtal supérieur à 4500 grammes et le diagnostic postnatal de la macrosomie, qui était également un facteur de complication périnatale. En conclusion, donc, nous pouvons dire que l'accouchement du macrosome est associé à une morbidité et une mortalité maternelle et néonatale non négligeable, d'où la nécessité d'un choix judicieux de la voie d'accouchement et d'une surveillance rigoureuse du travail et de l'expulsion lorsqu'on opte pour un accouchement par voie basse. Sachant que la hantise, c'est la dystocie des épaules qui est associée à une létalité fœtale importante. Et l'accoucheur doit toujours être prêt à faire face à cette dystocie des épaules. La voie d'accouchement doit généralement être la voie basse, à condition d'avoir une présentation céphalique et un bassin qui est cliniquement normal. Il n'y a pas d'indication de césarienne programmée systématique, sauf si le poids fœtal est supérieur à 4500 grammes. Mais dans notre pratique, nous, on recommande de réaliser une voie basse lorsque toutes les conditions par ailleurs sont réunies et que le poids fœtal est inférieur à 4100 grammes. Au-delà, vu les nombreuses complications périnatales, nous optons pour la césarienne. Donc, nous vous remercions, monsieur le modérateur, pour votre attention. Merci. Merci à Mansour Niang pour cette belle présentation et bien fouillée. Dans le chat, il y a une question pour Mansour. Pourquoi l'indication de la césarienne s'impose en cas de macrosomie plus rupture prématurée des membranes? Alors, merci. Merci, monsieur le modérateur. Alors, lorsque la femme est en travail, bien sûr, et qu'il y a une bonne confrontation photopelvienne, on peut opter pour un accouchement par voie basse. Mais lorsque la femme n'est pas en travail, nous ne sommes pas partisans du déclenchement du travail dans la macrosomie fœtale et on sait qu'il y a un risque d'infection avec la rupture prématurée des membranes.
Dans ces cas, on opte plutôt pour la césarienne. Merci. Tout à fait. Et on est d'accord avec vous, hein, parce que ce qui a fait que il y a rupture prématurée des membranes avec la sécrétion endogène, il n'y a pas de déclenchement de travail. Il faut maintenant passer à la césarienne pour éviter toute complication qui sera engendrée pendant l'accouchement par voie basse. Il y a d'autres questions? D'autres questions dans le chat? Il faut regarder dans le chat. Yves, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, il n'y a pas de souci. Je Oui, suis il y a là. il y a une dizaine de questions dans le chat. Oui, il y a plusieurs choses. Il y en a une, entre autres, à propos de l'obésité. Avez-vous des commentaires à apporter au sujet d'une patiente qui présente un niveau d'obésité important? 2 et Avant 3. d'entrer en travail, notamment quelqu'un a noté la difficulté dans l'estimation du poids fœtal à travers la mesure de la hauteur utérine de la circonférence abdominale. La réaction de Mansour. Je n'ai pas bien saisi la question posée. Et l'obésité chez la femme, les femmes qui rentrent avec une obésité, il y a des difficultés pour estimer le poids fœtal. OK. Merci, monsieur le modérateur. Effectivement, parce qu'avec la paroi utérine, donc ça peut gêner l'estimation sur l'échographie du poids fœtal. Ça peut gêner aussi le diagnostic clinique, parce qu'on peut se retrouver devant une fausse hauteur utérine excessive. Donc, l'obésité est un facteur qui gêne beaucoup le diagnostic dans la macrosomie fœtale, mais également qui intervient dans la prise en charge. Donc, parce que c'est un facteur de risque pour l'accouchement, associé maintenant à la macrosomie fœtale, on a un double risque pour l'accouchement. Donc, dans ces cas aussi, on ne peut pas s'en prendre à ceux qui préfèrent faire une césarienne pour l'accouchement chez ces femmes obèses porteuses de fœtus macrosome. Je pense que c'est dans ces cas qu'il faut faire une confrontation pour voir est-ce que l'accouchement est possible ou pas. Au cours de l'évolution du travail d'accouchement, on peut décider dans ce cas de faire une césarienne d'urgence. Professeur Mansour? Oui, moi je voulais poser une question. Est-ce que la méconnaissance de manœuvre peut justifier une césarienne devant une suspicion de macrosomie? Parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui vous disent, moi, je préfère y aller parce que j'ai peur de ne pas maîtriser une dystocie des épaules. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je ne les blâme pas si on sait qu'on ne peut pas réduire des complications telles qu'une dystocie des épaules. Bon, mieux vaut faire tranquillement une césarienne. Parce que c'est mieux que de se retrouver devant une dystocie des épaules et de ne pas savoir réduire la complication, je pense. Oui, la première indication de la césarienne, c'est la méconnaissance de ces manœuvres. Si vous ne les savez pas, mieux vaut faire la césarienne que de porter préjudice à un enfant. Ouais. Donc, je dirais que ça sera la même chose pour le siège. Tout à fait, on est d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que les jeunes obstétriciens actuellement font de plus en plus de césariens pour le siège, pour la suspicion de macrosomie. Malheureusement, on assiste à la disparition de la pratique d'obstétrique. Je dis bien malheureusement parce que je pense que c'est propre à plusieurs écoles, pas proprement à une région bien précise. L'utilisation de ces manœuvres, bien sûr, a fait que la méconnaissance, même l'impossibilité d'utiliser le forceps, la ventouse, fait que les gens ont recours à la césarienne de façon systématique devant beaucoup de difficultés. Mais c'est mieux aussi que de se retrouver devant un procureur. Excusez-moi, j'avais juste une contribution. C'est Dr Guénoun Rizlan, gynécologue obstétricien travaillant à Rabat. Je voulais juste ajouter que même si on ne maîtrise pas ces gestes, la césarienne n'est pas une option de sécurité, puisque la dystocie des épaules, on peut l'avoir même avec un accouchement par césarienne. Donc, c'est ça. Donc, ça ne nous protège pas, en fait. Il faut maîtriser les manœuvres.
Et quand il y a d'autres indications, il faut y aller pour la voix haute. Mais la voix haute, en fait, elle ne nous permet pas de prévenir ces complications, que ce soit pour l'accouchement de siège ou pour l'accouchement de macrosome. Il y a dans la pratique plusieurs personnes qui ont eu des dystocies des épaules en père césarienne. Donc, c'est pas vraiment une solution de facilité. Merci. Moi, je suis d'accord avec vous. Là, peut-être, on revient à la formation. Là, vient l'intérêt de la formation par le simulateur. Le simulateur, la simulation va rendre beaucoup de services en matière d'obstétrique. Beaucoup. Je pense que, comme l'a dit le professeur Manseur, toutes les facultés devraient se munir des centres de simulation parce qu'il faut passer par les mannequins pour apprendre toutes ces manœuvres que de les faire en pratique dans les salles d'accouchement. Il y a moins de risques pour le mannequin que pour une patiente sur laquelle vous devez apprendre à faire un accouchement du siège ou les manœuvres sur les macrosomes. Donc, on doit inciter toutes nos écoles à ouvrir des centres de simulation, à continuer à enseigner ces manœuvres pour le profit des enfants et des mères. Il y a d'autres réactions? Merci pour ceci. Je voulais juste remercier Dr Guenoun pour son intervention et dire qu'on devait, peut-être dans l'exposé, on devrait parler de la spécificité de la césarienne dans la macrosomie. Donc, elle a parlé de la possibilité d'avoir des difficultés à l'extraction. Mais il faut dire également qu'il y a des possibilités de propagation de la cicatrice de césarienne, etc. Parce qu'on sort une grosse présentation. Donc, ça aurait été bien de compléter avec les spécificités dans la césarienne. Merci. Alors, est-ce que je peux faire un commentaire? Vas-y. Je pense que la leçon à tirer de ces trois présentations, c'est que en matière d'obstétrique, il ne faut pas chercher l'héroïsme. Il ne faut pas s'entêter non plus. Il ne faut pas, je ne sais pas, il y a un terme que je cherche. C'est-à-dire, il ne faut pas être précisant. Bon, ça peut être la témérité, mais il ne faut pas s'entêter. C'est-à-dire que finalement, si l'accouchement se passe bien, a posteriori, on dit oui, mais s'il y a un problème, dans tous les cas, on vous reprochera d'avoir choisi de faire d'avoir fait cet accouchement par voie basse. Et on dit souvent que le fœtus résiste mieux à l'hypoxie qu'au traumatisme. Or, dans la dystocie des épaules, le risque majeur, c'est le traumatisme. L'élongation du plexus brachial, le blocage. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai instruit dans mon équipe, en tenant compte de l'expérience que Mansour a rapportée. Bon, moi, je préfère qu'on me reproche d'avoir fait une césarienne excessive pour un bébé de 4100 grammes, si l'enfant se porte bien, plutôt qu'on se retrouve devant une fracture de l'humérus, sans le médico-légal, mais parce que pour cette femme qui a eu un enfant qui a souffert, ça peut être source d'un handicap qui va le poursuivre toute sa vie. Vous allez avoir 1% de problème, mais pour cette femme, ce sera du 100%. Et peut-être l'âge qui fait que, bon, on est de plus en plus sage. Et je crois que pour tous ces cas particuliers, pour faire une analyse, c'est vraiment réfléchir à deux fois. Ce n'est pas une question de je suis pour la voie basse, je suis pour la césarienne, etc. Mais il faut bien analyser, disons, les chances qu'on a de tenter la voie basse. Merci, professeur. Merci, professeur Cissé. Donc, s'il n'y a plus de réaction, on va remercier Mansour Niang encore pour sa belle présentation. Remercier la FIFOG et le GRISOF pour l'opportunité qui nous a été offerte d'écouter ces trois présentations très instructives. Donc, je vais rendre la parole au professeur Yves Tremblay en le rappelant que mon nom c'est Lissi et non Lissaï. Merci Yves. D'accord, je m'excuse d'avoir massacré votre nom, cher ami. Ben, écoutez, on est déjà à la fin, donc sans plus tarder, je vais laisser le mot de la fin au professeur Lemarié. Et moi aussi, je remercie les trois intervenants. Ce fut encore extrêmement instructif et très collégial comme
comme visioconférence. Étienne, il y a une main levée. Oui, il faut lui donner la parole. Herman. Ouais. Merci beaucoup pour la parole, j'ai bien suivi, merci beaucoup. En fait, j'avais écrit dans les chats là, c'était l'attitude, j'ai posé la question sur la vie par rapport à l'attitude de faire accoucher la dame avant terme. C'est que comme le poids progresse rapidement, on se décide de faire accoucher la dame avant terme. Donc, je voudrais un peu avoir l'avis des experts. Merci beaucoup. Mais l'âge idéal là, pour faire accoucher, c'est 39 semaines, hein, parce que quand vous allez à moins de 39 semaines ou au-delà, chaque semaine, le risque relatif d'avoir une asphyxie fœtale est multiplié par 3. Donc, si vous avez décidé à cause de la macrosomie de faire une césarienne, il faut l'effectuer à 39 semaines. Je suis tout à fait d'avis avec vous pour ceci. OK, donc s'il n'y a pas d'autres mains levées, et je n'en vois pas, la parole est au professeur Lemarié pour le mot de la fin. Oui, ben écoutez, vous m'entendez là? Ça passe bien? Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Oh, oui, c'est bon, Étienne, on t'entend. OK. Ben écoutez, bravo encore pour cette session parce qu'elle était fort intéressante, très pratique, avec de bonnes questions, de bons échanges. Et encore une fois, vos échanges constituent un exemple que nous devrions tous suivre dans nos différentes disciplines. Alors, je vais tout d'abord annoncer les 2 prochaines visioconférences. Vous avez reçu le programme, il n'a pas changé. Cheikh, si je dis une bêtise, tu me corriges, parce que moi, j'ai quoi de neuf dans les fibromes le mercredi 13 mars. Classification, traitement médical, traitement par les ultrasons. Une session coordonnée par Madeleine Garba. Et puis, le mercredi 17 avril, une session qui, je pense, va être extrêmement intéressante parce que, enfin, en tout cas pour moi qui ne suis pas gynécologue obstétricien, les soins respectueux en gynécologie obstétrique et éthique dans l'exercice de la gynécologie obstétrique, réparation des dommages corporels, prévention du risque médico-légal. C'est donc une session qui va être coordonnée par Leïla Atia, certainement très intéressante. C'est tout ce que j'annonce, Cheikh, pour les prochaines. Oui, c'est parfait. Parfait. Alors, je voudrais également vous dire, concernant je suis en train de chercher, voilà, les prochaines conférences organisées directement par le GRISOF. La prochaine, c'est le jeudi 22 février. C'est une conférence dans la série La science en train de se faire et qui va être animée par un doctorant, Mike Pasteur, sur l'aérosol thérapie par voie nasale. Alors, vous allez me dire que c'est un peu loin de la gynécologie obstétrique, la voie nasale, ça, j'en doute pas un instant. Cependant, ce qui est intéressant, ça n'est pas tant le sujet que la méthodologie. C'est là-dessus qu'on insiste. Quelle question le chercheur s'est posé et comment s'y prend-il pour résoudre le problème qu'il s'est posé. Le jeudi 7 mars, ensuite, nous avons une autre conférence animée par le doyen Patrice Dio avec Michel Viviorca et Pascal Morel. Notre médecine est malade, soignons le mal à la racine. Alors, évidemment, ça s'intéresse beaucoup plus à la médecine française, aux problèmes français, mais ça recoupe finalement les problèmes qui existent dans tous les pays. Et je pense que pour vous, ce serait intéressant d'entendre les difficultés qu'on a actuellement en France et des difficultés qui doivent se regrouper avec ce que vous vivez chez vous. Voilà ce que je peux annoncer. Je regarde plus loin ensuite. Oui, le jeudi 21 mars, le professeur Loïc Vaillant, qui était président de l'université François Rabelais à Tours et qui fera une conférence sur le service sanitaire des étudiants en santé, une innovation pédagogique pour l'apprentissage de la prévention primaire des futurs professionnels de santé. Loïc Vaillant a mis sur pied ce service sanitaire des étudiants en santé il y a quelques années. C'est lui qui a pris cette initiative et c'est très suivi et c'est
hautement profitable pour les étudiants. Donc, je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous ou des gens de votre entourage. Ne vous privez pas d'annoncer cette session. Voilà, je vais m'arrêter là, vous remercier encore et vous dire que si vous souhaitez recevoir le bulletin, participer à nos visioconférences, on vous ajoute sur notre liste du bulletin du GRISOF. Envoyez votre adresse mail à Cheikh Cissé, à Yves Tremblay ou à moi, enfin l'adresse que vous avez, et on vous ajoute automatiquement sur la liste. Voilà, j'en ai terminé. Je vous Voilà, remercie des tous. mots de remerciement. Remerciements à nos fidèles amis, Étienne Lemarié, Yves Tremblay, toujours là. Remerciements à tous les modérateurs et tous les conférenciers qui ont accepté de prendre de leur temps pour faire les recherches et partager leur expérience avec nous. Remercier tous les participants. Je vois notre ami du Gabon, Jean-Pierre. Donc, comme information complémentaire, je voulais vous rappeler que du 13 au 15 juin, nous allons participer, enfin co-organiser avec le Collège des gynécologues et obstétriciens français, le congrès annuel Paris Santé Femmes. Donc, vous avez certainement reçu les synopsis. Nous avons 4 sessions que nous devons animer. Donc, je voudrais également qu'on continue à se mobiliser pour faire, comme d'habitude, une excellente prestation à Paris. Voilà, merci, chers amis. Et puis, j'enverrai le replay à notre ami Étienne Lemarié qui le postera sur le site du GRISOF. Sur le site du GRISOF. Et donc, c'est à la disposition de tout le monde. D'accord. Voilà. Merci. Allez, merci beaucoup. infiniment et puis prenez bien soin de vous. Et puis à très bientôt. Merci. Allez, au revoir. À bientôt. Allez, au revoir. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.